professionnelle. On va parler maintenant formation et voir avec nos intervenants les métiers porteurs. Si vous avez envie d'entamer une formation, il y a peut-être des filières, des secteurs qui sont plus porteurs et qui vous offriront plus de débouchés que d'autres. Pour en parler, nous avons avec nous donc 5 invités exceptionnels. C'est la table ronde la plus riche des 2 jours. Avec nous donc Monsieur Bruno Dourieux, qui est la responsable de la communication à la délégation régionale académique à la formation professionnelle initiale et continue, donc au Greta, le site de Versailles. Bonjour et bienvenue. Nous avons avec nous Amélie Ardio-Gaille, l'ai-je bien dit? C'est bien ça, qui est directrice communication marketing chez Aforp Formation. Il y a un stand qui est disponible où vous pourrez prendre des renseignements suite à cette table ronde. Avec nous, Sophie Gozlan, qui est là, qui est directrice de projet Capital Humain. C'est important au niveau étymologique. Capital humain et pas ressources humaines chez Faya Énergie Service, et qui est venu accompagner de l'AFPA parce que vous travaillez en collaboration. On va pouvoir en parler ensemble dans quelques instants, avec donc Arnaud Habert, qui est directeur régional de l'AFPA Île-de-France, l'organisme de formation avec lequel vous avez monté des projets conjoints. On en parlera dans un instant. Et puis, avec nous, David Peck, qui est le fondateur et gérant de Sensei. L'ai-je bien dit aussi ? Voilà, j'essaie d'être carré. Alors, on va parler formation, on va parler des filières et des métiers porteurs avec nos invités. On va commencer avec Amélie, que j'ai vue ce matin. Je suis allé faire un petit tour sur le stand d'Aforp Formation pour vous présenter, pour présenter à tous votre organisme. Alors, ça va concerner toutes celles et tous ceux qui souhaitent travailler dans la branche industrie. C'est votre spécialité, c'est la filière dont vous vous occupez, mais ça concerne énormément de métiers. Tout à fait. Donc, on va parler d'industrie métallurgique, mais la métallurgie, ça va de l'aéronautique, l'aérospatiale, en passant par l'automobile, l'électrique, la mécanique. Tous les corps de métier, en plus à l'intérieur de ces filières donc très larges. Ça peut être le médical, ça peut être le spatial, ça peut être... votre organisme de formation spécialisé dans ce domaine, il existe depuis combien de temps et qu'est-ce que vous proposez ? Donc nous, on existe depuis 60 ans et on va former des jeunes par apprentissage, du bac au master, mais également des demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion, ou alors on va accompagner des salariés qui souhaitent se spécialiser ou développer des nouvelles compétences. Dans tous les corps de métier. Tous les corps de métier. Avec en plus, on en parlait ensemble ce matin, un taux d'insertion qui est très élevé. C'est-à-dire que les gens qui suivent une de vos formations trouvent pour la majorité du travail. Alors nous, la particularité, c'est qu'on est un organisme de formation de branche, c'est-à-dire qu'on a été créé par l'UMM. Donc on est vraiment là au service des entreprises. Donc l'ensemble des formations qu'on va proposer sont des formations qui ont des débouchés professionnels et qui sont recherchées par les industriels. Des exemples concrets ? Des exemples concrets, là en ce moment, on forme des drapeurs, enfin des personnes qui travaillent dans le composite. Donc c'est un CQPM, c'est une certification, une qualification inscrite au RNCP. Et en quelques mois, on propose à des personnes en reconversion. Donc par exemple, on a des fleuristes, on peut avoir des pâtissiers, des hommes comme des femmes, de se reconvertir pour apprendre à réaliser des matériaux composites et pouvoir travailler derrière sur avion. Donc cette formation, on la propose avec Airbus. Donc c'est une insertion directe professionnelle dans l'entreprise Airbus. Ça concerne la plus des femmes, vraiment ? On a des promos de femmes. Là, on en a fait 2 cette année, de promotions dédiées qu'avec des femmes. C'est un métier qui nécessite beaucoup de précision. Donc, je suis désolée, je véhicule des stéréotypes, c'est terrible. Mais voilà, donc on a des femmes. Mais bien sûr, aujourd'hui, l'industrie est ouverte aux femmes. On a quand même beaucoup d'aides. Vous avez des robots qui vont éviter de porter. Donc, tous les métiers industriels sont ouverts aux femmes. Alors, vous m'avez signifié aussi, lors de notre échange préparatoire, que vous avez de plus en plus d'entreprises qui vous demandent des formations dédiées. C'est-à-dire que c'est eux qui viennent vous voir en disant « Moi, j'ai besoin de tel profil, accélérer les formations sur ce point précis ». Aujourd'hui, on a des entreprises qui ont de tels besoins de recrutement qu'effectivement, on va ouvrir, par exemple, on a un BTS maintenance qui est dédié pour l'entreprise Riva. On a une autre promotion qui est dédiée pour Amazon. On va avoir des formations des titres pro ascensoriste pour TK Elevator, ou alors du technicien bureau d'études pour l'entreprise Réseau Def. Voilà, on a de plus en plus de formations avec des promos
dédié à une entreprise. Donc, c'est-à-dire que tous les jeunes ou les moins jeunes qui sont en formation auront leur contrat d'apprentissage ou d'alternance dans l'entreprise partenaire. Est-ce que vous savez la proportion de personnes en reconversion qui viennent vous voir ou pas? C'est compliqué? Là, je ne peux pas vous répondre. Voilà, c'était la colle, la première. Il y en aura d'autres, Désolée. c'est pas très grave. Ça représente combien d'emplois à pourvoir concrètement puisque la filière est très très large? Les emplois industriels, on est à peu près sur 220 000 par an. Vous avez, on n'est pas que sur la création d'emplois. Aujourd'hui, dans l'industrie, on a quand même une industrie qui est vieillissante. Donc beaucoup de départs à la retraite, donc énormément de postes à pourvoir. Puisque 220 000, c'est au niveau de la France. Voilà, on n'est pas concentré sur l'Île-de-France. C'est ce que j'allais vous demander. Et sur, donc, on l'a vu, tout corps de métier, toute filière confondue. Tout niveau. Dès lors que ça concerne l'industrie. Donc, vous accueillez des gens qui, finalement, ont des CV, des cursus complètement différents les uns des autres. C'est quoi les qualités pour accéder à vos formations ? Alors, en fait, ce n'est pas les qualités. Il y a des qualités qui sont très variées. Hein. C'est l'envie, la motivation, mais on peut très bien proposer des formations, je ne sais pas, un titre pro, soudeur en quelques mois, comme former des experts en cybersécurité en 5 ans. Donc voilà, il y a vraiment... et les qualités ne seront pas les mêmes en fonction du métier. Je pense qu'aujourd'hui, il faut la principale qualité pour travailler dans l'industrie, c'est vraiment... l'ouverture d'esprit, avoir envie de développer des compétences parce qu'on est sur des entreprises qui évoluent extrêmement vite. On ne connaît pas les métiers de demain, on ne connaît pas les technologies de demain. Donc, il faut être tout au long de sa vie, accepter de se former. Oui, parce qu'on a une vision un peu cliché de l'industrie, du côté un peu les débuts de l'industrie du début du XXe siècle. On en est quand même très loin. Ouais. On est très loin de ça. On est très loin de Zola. Aujourd'hui, les entreprises industrielles sont propres. On n'est plus du tout sur du geste répétitif. Toute cette partie-là a été robotisée. Donc, on est plutôt sur des compétences qui se développent avec une élévation aussi du niveau de compétences et de qualité requise. On est loin de Zola, même si on n'est pas loin du ventre de Paris. On enchaîne avec vous, monsieur Bruno Dourieux, pour évoquer donc le Greta des Yvelines, un focus sur la formation continue pour adultes. Hein, c'est votre mission ? Tout à fait, oui. J'avais préparé un petit slide pour vous présenter un peu. On va le mettre. Est-ce qu'on peut mettre le slide de monsieur Dourieux, s'il vous plaît, à la technique ? En fait, moi, je représente le réseau de la formation professionnelle de l'éducation nationale, c'est-à-dire cette partie de l'éducation nationale qui forme des adultes. On le sait rarement, mais l'éducation nationale forme des adultes, elle en forme beaucoup, 500 000 par an. Et donc, vous le voyez sur ce petit diapo, cette petite diapo, nos services couvrent à la fois la formation continue, la validation des acquis d'expérience, l'accompagnement à la mobilité professionnelle, au bilan de compétences, et puis en direction des 16-29 ans, l'apprentissage également. Donc on est un petit peu moins vieux que ma collègue d'à côté, on n'a que 50 ans, mais c'est cette année, on souffle nos 50 bougies. Et pour vous donner un ordre d'idée en termes de taille, en Île-de-France, on est présent dans à peu près 400 sites de formation. On a 1500 formations à notre catalogue dans tous les domaines, l'hôtellerie, la restauration, l'industrie, les services, le bâtiment, l'informatique. On est présent sur le stand numéro 30, donc si vous voulez poser d'autres questions, on y répondra bien volontiers. À travers les formations que vous proposez, est-ce que vous constatez, vous, des tendances ? Est-ce qu'on peut parler de métiers porteurs ? C'est l'intitulé de cette table ronde. Est-ce que, dans votre cas de figure, vous vous en rendez compte ou pas à l'instant T, là ? Ouais. Alors, moi, je trouve que c'est une question qui n'est pas simple. Parce que quand on a préparé la table ronde, je vous l'indiquais, métier porteur, la réponse est assez différente selon qu'on raisonne à court terme, à moyen terme ou à long terme. Je vois mes collègues qui acquiescent. À très court terme, les métiers porteurs, c'est facile. C'est les métiers qui sont demandés par le marché du travail et pour lesquels il n'y a pas de compétences. C'est ce qu'on appelle les métiers en tension. Pôle emploi les mesure en permanence, en enquêtant auprès des entreprises. Vous allez sur le site de France Travail, vous tapez métier en tension et vous allez voir des statistiques sur les besoins immédiats des entreprises qui ne sont pas satisfaits. Alors, en Île-de-France, à l'heure où on parle, les métiers en tension, c'est la restauration, l'hôtellerie, le BTP, le soin aux personnes, etc. Bon, mais ici, on s'intéresse à la reconversion professionnelle, donc on raisonne peut-être à un peu plus long terme. À moyen terme, à 5 ans, c'est quoi les métiers porteurs en France ?
Nous, dans l'éducation nationale, on est en train de travailler sur nos diplômes et le document, enfin en tout cas le travail qui guide notre réflexion sur nos diplômes, c'est le travail de France Stratégie sur compétences 2030. France Stratégie, à nouveau, vous tapez Internet, s'est interrogé sur les métiers qui seront demandés dans 5 ans, 2030, un peu plus. Et en France, il y a 2 grands domaines sur lesquels, de manière évidente, il y aura des créations massives d'emplois qui sont liées à 2 transitions. La transition démographique, les métiers du care, les métiers du soin à la personne, les métiers de la santé. Sur le 1 million d'emplois que prévoit France Travail en termes de création d'ici à 2030, c'est les 2 tiers. Donc ça veut dire des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des aides à domicile, un peu tous les niveaux de qualification. Et puis un deuxième domaine où beaucoup d'emplois vont être créés, c'est ceux qui sont liés à la transition numérique. Les informaticiens, les ingénieurs qui réalisent des applications embarquées sur les téléphones, les voitures, etc. Alors nous, on le sent très fort parce que dans le premier domaine, celui du sanitaire et social, c'est un domaine d'activité sur lequel on est depuis très longtemps et en permanence, nos formations sont remplies. Sans continu. Sont effectivement remplies en continu parce qu'il y a une demande très, très importante. Sur la deuxième dimension, le numérique, le secteur d'activité sur lequel on crée le plus de formations depuis 3 ans, c'est le numérique. Donc oui, effectivement, on voit bien, et sans doute que mes collègues sont un petit peu comme ça, on s'adapte à la demande du marché. Et après, quand on raisonne toujours sur France 2030, sur l'Île-de-France, il y a 2 secteurs qui aussi sont... Pardon, je suis un peu bavard, mais il y a 2 secteurs qui sont intéressants, mais peut-être que ça peut intéresser l'assistance. Le transport et la logistique sont vraiment 2 domaines sur lesquels il y a un déficit de formation et de compétences en France, en Île-de-France, pardon. Ce sont des domaines qui vont massivement embaucher. Et puis, les métiers qualifiés du BTP et de l'industrie. Dans le BTP, les concepteurs BIM, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, ces gens qui conçoivent avec des maquettes 3D des bâtiments et qui, du coup, coordonnent l'ensemble des métiers. Dans l'industrie, les métiers de la robotique, Madame en parlait tout à l'heure. Donc ça sont 2 secteurs d'activité qui, en Île-de-France, pour vraiment raisonner sur notre région, sont des métiers porteurs à 4-5 ans. Amélie n'avait pas l'air d'accord sur le numérique. Oui, c'est vrai que le numérique, on en parle beaucoup. C'est des métiers où il y a eu des très forts besoins, mais sur les dernières études, on note quand même un fort ralentissement des recrutements des entreprises. Ça dépend sur est-ce que ça sera porteur à 5 ans ou pas? Je reste un tout petit... Peut-être pas quand on est développeur, mais data scientist peut-être. Oui, voilà. Je pense que ça dépend. On va revoir les métiers. On a un petit graphique, Bruno, que vous nous avez fourni sur la répartition des chiffres importants sur l'Île-de-France, quand même, à commenter. Oui, je les ai cités tout à l'heure. C'était quelques éléments qui vous permettaient de visualiser un peu l'importance du réseau de la formation professionnelle en Île-de-France. On va passer à David Epey. Vous représentez Sensei, votre société. Vous faites quoi ? Alors, en ce qui nous concerne, Sensei, on est spécialisé dans la mobilité professionnelle. Donc, on vient peut-être se glisser juste avant ce choix d'une formation et ce choix d'un métier. Parce que c'est vrai que des fois, quand on pense à se reconvertir, tout de suite, on va être bombardé d'informations sur de l'emploi, du travail, de la formation. Mais après tout, est-ce que ce n'est pas important de se poser les bonnes questions ? Dans quelle voie est-ce qu'on se sent d'avancer, de monter en compétences dans les futures années pour que ce soit durable ? Parce qu'on peut répondre à des demandes d'emploi pour cocher les cases, mais finalement, il y a cette vraie réflexion qui est vraiment liée au bien-être également, au bien-être professionnel. Et souvent, nous on observe, on accompagne effectivement beaucoup de personnes qui sont dans des questionnements, dans des phases de flou. Et effectivement, le bilan de compétences, qui est un dispositif qui est prévu par l'État, permet de faire ce travail d'introspection pour savoir dans quoi on va pouvoir se révéler, prendre du plaisir à travailler. Parce que le travail, on y passe quand même beaucoup de temps. Et on travaille aussi sur d'autres dispositifs, comme celui de la VAE, effectivement, qui a été évoqué tout à l'heure. En quelques mots, les idées reçues sur le bilan de compétences et la VAE, c'est quoi ? Alors sur le bilan de compétences, les idées reçues, ça va tout de suite être assimilé à
soit des petits ateliers qui sont des fois animés par anciennement Pôle emploi ou France Travail, des petits diagnostics. Non, le bilan de compétences, c'est quelque chose de beaucoup plus profond par un spécialiste qui est fait sur plusieurs mois. D'accord. On va aussi avoir peut-être d'autres préjugés. Bilan de compétences égale reconversion. Pas systématiquement. Alors je sais qu'on est dans un événement qui est lié à la reconversion, mais il y a reconversion avec un grand R, c'est-à-dire je change totalement de vie, de travail, je vais dans l'humanitaire et je pars vivre aux Philippines, on l'a déjà vu. Mais il y a aussi des petits ajustements de carrière qui contribuent au bien-être professionnel et beaucoup d'issues du bilan de compétences sont autres qu'une pleine reconversion, une totale reconversion. Vous parlez sur votre site que j'ai été visité d'une méthode Sensei. Qu'est-ce que c'est que cette méthode? Alors, c'est une méthode qui, si je commence par la fin, qui permet de garantir aux personnes d'aller au bout de leur projet. Il y a 98% des personnes qui entament un projet avec nous, effectivement, qui vont au bout, que ce soit de bilan ou de VAE. Pourquoi? Tout simplement 3 étapes. La première, c'est déjà de faire un point avec un spécialiste. Tout comme aujourd'hui, quand on a un mal-être, on se dirige vers un médecin qui va être capable de faire un diagnostic. On ne va pas au hasard taper dans tel ou tel corps de médecine. Effectivement, faire le point avec un spécialiste, ça permet déjà de savoir là où diriger nos efforts de formation, de recherche. Ensuite, finalement, ça aussi, c'est quelque chose d'actuel par rapport à notre époque, se faire accompagner à un rythme qui correspond à notre rythme de vie, parce qu'on a tous et toutes des vies qui sont bien chargées, et des fois, c'est difficile, on peut décrocher facilement les chiffres de la VE, par exemple. 30% des personnes vont au bout, normalement, au niveau national d'un projet de VE. Donc, notre accompagnement, il se fait vraiment sur mesure, au rythme de la personne. Et enfin, le dernier point, c'est la finalité, c'est arriver à trouver quelque chose qui nous fera tous et toutes vibrer, quelque chose dans lequel on se retrouve et dans lequel on pourra monter en compétences tout au long de notre vie pour correspondre aux différents types de transitions qui ont pu être évoquées, comme la transition numérique ou encore écologique également, qu'on pourrait citer. Il y a un cercle vertueux assez intéressant dans les formations que vous proposez, c'est que vous formez des gens qui deviennent aussi formateurs. Ensuite, ça fait partie des métiers porteurs en ce moment. Exactement. C'est une voie, finalement, un débouché qu'on a pu observer. Beaucoup de personnes ont envie de transmettre, ont envie de pouvoir partager l'expérience. C'est ce qui ressort dans beaucoup de bilans de compétences. Et du coup, la voie, finalement, de l'enseignement, ou en tout cas d'une forme d'enseignement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent à ce sujet, mais beaucoup demandées, beaucoup sollicitées. Et c'est déjà arrivé qu'on ait des personnes qui, suite à un cursus de formation, aient rejoint nos rangs, les rangs de nos consultants en bilan de compétences, ou en accompagnateur de VE, parce qu'effectivement, c'est une thématique qui est vraiment sollicitée. Les autres formations les plus sollicitées? Là, je vais rejoindre mes collègues ici. Le domaine qui est peut-être le plus sollicité à 27% des personnes qu'on accompagne à l'issue de leur bilan se dirigent dans le secteur du médico-social, tous les métiers du care, effectivement. Pourquoi? Parce qu'ils répondent, comme ça a pu être dit, à deux problématiques. La mise sous tension de ces métiers à l'heure actuelle et également à moyen terme, comme ça a pu être évoqué, un métier dans lequel il y aura beaucoup de besoins. Donc ça, c'est un gros axe sur lequel se dirigent beaucoup de personnes. Je fais un sondage à main levée. Est-ce que dans la salle, il y en a qui pensent se diriger vers le médico-social? Levez la main. Gros. Ah, si, quand même. Il y en a pas tant que ça, finalement, dans la salle. Ce n'est pas représentatif de ce que vous vivez. Alors, peut-être que les deux autres parlent. Alors, on va voir. Un peu plus. Le deuxième secteur dans lequel se redirigent les personnes, en ce qui nous concerne, c'est tout ce qui va contribuer à la gestion administrative et humaine. Ah. Donc, métier de l'administratif, métier aussi des DRH. On a beaucoup de demandes dans ce sujet-là. Des métiers qui sont aussi sensibles à cette fameuse transition numérique, notamment l'administratif. Attendez, on va trop vite. Gestion administrative ou ressources humaines, levez la main. Ouais. Et donc le numérique, avant que David ne développe le numérique, les filières du numérique. On est mieux là sur le numérique. Excellent. Le dernier... Je vous ai coupé, donc le numérique, pardon. Non, mais je vois, on fait un truc en temps réel. Oui. Parce que le numérique, finalement, est assez transverse aussi. Quand on parle de numérique, des fois, dans les métiers de l'administratif, c'est là qu'on va monter en compétence sur du numérique. On parle beaucoup de l'IA aussi, qui va venir se greffer comme compétence à beaucoup de métiers. C'est là aussi où on a ce double intérêt et ces compétences transverses.
Et à propos de compétences transverses, vous avez parlé d'humain. On a une RH avec nous, justement, qui est là. C'est Sophie. Sophie qui s'occupe des ressources humaines, enfin directrice du projet, pour être tout à fait précis, je l'ai dit au début, chez Faya Energy Service, du projet Capital Humain. Il faut que vous m'expliquiez. C'est quoi la différence ? Non, alors je travaille dans les ressources humaines, aux côtés d'un DRH, et moi, je suis directrice projet du capital humain. Vous m'avez perturbée. Hein. Je vous en prie, j'aime bien. Et pourquoi ? Ça veut dire quoi, Pourquoi un si joli titre ? C'est parce que dans les boîtes comme les miennes, qui sont les boîtes du BTP, moi plus particulièrement, je suis dans la transition énergétique. Tout le monde a dû en entendre parler. Ce sont des métiers qui sont d'avenir, ce sont des métiers sur lesquels on a énormément de commandes, puisque ça va être tout ce qui relève de la décarbonation, tout ce qui va relever de la nouvelle énergie, l'électricité, etc., les économies d'énergie. Donc, fatalement, on cherche à recruter. Et quand on dit à recruter, on parle vraiment de guerre des talents. Donc, quand on parle de guerre de talents, mon métier à moi, c'est de faire en sorte que mon entreprise, la marque de mon entreprise, l'image de mon entreprise, j'arrive à attirer, recruter, fidéliser des talents. Voilà. C'est en tension. Vous avez beaucoup de mal chez moi. Sinon, je ne serais pas directrice projet du capital humain. Je serais responsable de la formation. Voilà. Donc, non, mais je souris, mais c'est important parce que en fait, ça vous montre que de l'autre côté, voilà, vous êtes sans doute dans des projets de reconversion. Vous avez d'ailleurs employé un mot qui était très joli, c'est qu'il faut avoir du plaisir dans son futur projet, dans ce que l'on va faire. Je trouve que c'est très important d'avoir du plaisir dans son travail, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à son travail. Et je pense aussi que quand on a un projet de reconversion, justement, on était peut-être dans une phase où on se dit, tiens, ça me plaisait moins, ou voilà, j'ai des doutes, et j'ai envie d'aller vers quelque chose vers lequel qui me plaît vraiment. Mais il y a peut-être quelque chose auquel vous n'avez jamais pensé, c'est le BTP et les métiers de la transition énergétique. Vous n'y avez pas pensé parce que ce sont des métiers qui ont énormément évolué, énormément changé. Et aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont extrêmement différents de ce que c'était avant. Ce que sont des métiers justement du numérique. Donc il y a pas mal de gens qui ont levé la main là-dessus. Ce sont des métiers de la programmation, ce sont des métiers de l'ingénierie, ce sont des métiers de bureau, ce sont des métiers de réflexion, ce sont des métiers d'analyse, de gestion de projet. Et plus du tout de l'image qu'on peut avoir de ces métiers d'aujourd'hui. Et donc, qui dit en métier en tension, on dit qu'il faut recruter beaucoup. Et c'est pour cela que, souvent, je travaille avec des organismes de formation, comme l'AFPA, qui est présente à mes côtés. Parce que quand dans la reconversion, fatalement, vous n'êtes pas tout de suite embauchable dans mon entreprise. Il faut quand même développer certaines compétences et avoir des compétences. Et c'est pour ça que je travaille avec des organismes de formation et qu'on est très ouvert aux profils qui ne sont pas du tout des profils qu'on aurait peut-être recrutés il y a 30 ans, mais grâce à la formation, qui ont des carrières au sein de mon entreprise. Voilà. Donc, c'est quoi le dispositif alors avec l'AFPA ? De passer voilà. Alors, Arnaud, qui est le directeur régional de l'AFPA Île-de-France, va nous expliquer qui a sollicité qui d'ailleurs ? C'est vous qui avez sollicité l'AFPA pour monter un dispositif spécifique ? Ah oui, c'est vrai, c'est moi. Là, vous contactez l'AFPA Île-de-France et vous créez quelque chose. Comment ça se met en place ? Qu'est-ce que vous créez, Arnaud ? Bonjour à toutes et à tous. Peut-être que je vais expliquer ce qu'est l'AFPA. Alors, on revient au commencement. Ouais. Parce que tout à l'heure, il y a une bagarre de l'ancienneté. Alors, nous, on est presque à 80 ans. L'AFPA... Vous ne les faites pas. On s'entretient. Pour la petite histoire, l'AFPA a été créée pour le projet de reconstruire la France. Donc aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette dynamique-là. On est plutôt dans comment on poursuit l'évolution des technologies et notamment aussi des transitions. Et il a été évoqué la notion de transition énergétique. Je fais une petite parenthèse parce qu'il a été dit aussi par le fondateur de Sensei qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées par le devenir formatrice ou formateur. Alors nous, on recherche des formatrices et des formateurs. Donc si à un moment, c'est un de vos projets et que ça correspond à nos besoins en termes d'emploi, là, vous sachez que vous avez un employeur qui est en face de vous et qui est en capacité aussi de pouvoir vous accueillir, voire même de vous accompagner, vous former pour que demain, vous soyez en face de public et de les faire monter en compétences. Alors, juste avant de répondre à votre question, nous, on intervient sur le bâtiment, l'industrie et l'ensemble des métiers du tertiaire. Donc, vous voyez que c'est assez large. C'est un organisme de formation généraliste. Et on a deux axes, soit des dispositifs d'accompagnement, c'est-à-dire que ça nous permet d'accompagner des personnes plus ou moins éloignées de l'emploi ou pas, ou en poste,
et qui souhaitent monter en compétences et définir leur projet professionnel et ensuite monter en compétences. Et donc, ça me permet de faire la bascule avec le deuxième axe qui est la formation sur lequel on intervient. Et donc, en Ile-de-France, on a à peu près 150 formations sur 13 sites. Voilà, donc sur l'ensemble de l'Île-de-France, avec à peu près 250 formatrices et formateurs qui sont chez nous. Et donc, pour répondre à la question qui a été posée, en fait, on travaille aussi bien avec les collectivités qu'avec les entreprises. Les entreprises sont de plus en plus présentes dans la relation qu'on peut développer avec elles. Et nous, on part du besoin de l'entreprise, c'est-à-dire que bien évidemment, on a des formations, on a des titres. Tout à l'heure, on entendait parler de diplômes avec l'Éducation nationale. Nous, on est plutôt sur des titres professionnels, mais pas que. Et l'intérêt pour nous, c'est de comprendre quel est le besoin de l'entreprise. Là, on a parlé tout à l'heure de métiers en tension, mais en fait, en réalité, il y a des besoins sur une pléthore de métiers, que ce soit tension ou pas tension, et sur lesquels on est en capacité de pouvoir apporter une réponse et une solution. Ça va de potentiellement aller chercher des candidats et candidates qui peuvent être intéressés par ce type de métier. Donc, aujourd'hui, c'est le cas sur ce salon où nous, on est au stand numéro 37, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et dans le même temps, c'est quand je parle de comprendre le besoin des entreprises, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas vendre, comme c'était fait auparavant, un titre ou une qualification, c'est quel est le besoin. On a parlé des métiers qui évoluent, donc quels sont les blocs de compétences, tout à l'heure vous avez entendu ce terme, sur lesquels on doit travailler, sur un parcours pédagogique pour qu'à l'issue de ce parcours, où il y a des immersions en entreprise, les personnes qui sont positionnées en formation aient un minimum de prérequis, d'acquis, pour pouvoir ensuite intervenir dans l'entreprise et l'entreprise ensuite continue cette montée en compétences, puisqu'il y a une montée en compétences qui se fait dans les organismes de formation, mais j'allais dire le plus gros ensuite se fait très souvent dans les entreprises, puisqu'elles aussi, au fur et à mesure, leur métier évolue et donc soit elles le font directement, donc elles font monter en compétence les personnes au sein même de leur entreprise, soit elles repassent ensuite par des organismes de formation comme nous pour compléter ou voilà, avoir un complément de formation sur les métiers sur lesquels elles ont des besoins. Alors spécifiquement, les besoins de Sophie, quels sont-ils? Vous avez monté quel dispositif? On travaille sur des dispositifs pour former des électriciens. Donc là, on est sur des formations titres et on recrute exclusivement à la motivation, en fait. Et c'est ce qui est intéressant avec l'AFPA, donc, qui est aussi un organisme de formation qui travaille sur la formation pour adultes. On n'est quand même pas sur... C'est l'intitulé. Voilà. Du coup, ce sont aussi des formations, c'est les formations beaucoup par le geste. Et voilà, du coup, en 12 mois, on peut avoir un titre et être embauchable dans une entreprise. Sachant que moi, derrière aussi, j'aime bien permettre aussi aux gens de continuer à évoluer. Donc, en fonction, il y en a certains qui veulent continuer leurs études, d'autres non. Parce que chaque individu est trait à une vie personnelle, en fait. Tout le monde n'a pas les moyens, parfois, de pouvoir continuer ses études très loin. Mais à partir d'un titre, on peut aussi aller devenir ingénieur un jour. Alors, ça prend 5 ans, hein, ça ne prend pas 2 ans. Mais en tout cas, c'est des parcours complètement possibles, et j'en ai au sein de mon entreprise. Et je suis assez fière, quand j'en ai, de pouvoir accompagner des gens jusqu'à devenir ingénieur alors qu'ils sont partis d'un titre. Voilà, comme quoi on peut aussi construire sa carrière. Alors là, ce sont des parcours en alternance. C'est pour ça que je vous dis, tout le monde ne peut pas forcément... voilà. Ça dépend des souhaits des personnes. Mais en tout cas, c'est complètement possible. Et en 5 ans, vous pouvez donc avoir changé de métier, avoir pris un nouveau métier, et pourquoi pas devenir ingénieur. Et quand je dis ingénieur, c'est parce que là, vous êtes quand même à un niveau 4 dans une fonction très technique. Donc c'est quand même assez intéressant. Arnaud, l'AFPA, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut en profiter via les formations que vous proposez. Il n'y a pas d'interdit. Où, quand, comment? Alors, non, il n'y a aucun interdit chez nous. Alors, on peut commencer à accompagner des publics qui sont allés à partir de 16 ans. C'est possible dans le cadre de l'apprentissage. C'est vrai qu'on est plutôt, nous, un organisme de formation orienté en direction des adultes, donc 18 ans et plus. On accompagne aussi bien des demandeurs d'emploi, tout à l'heure, comme je l'ai dit, que des salariés. En réalité, pareil, on a au sein de, je l'ai dit tout à l'heure, on a des dispositifs d'accompagnement. Donc, on a des professionnels qui sont en capacité de pouvoir vous accueillir, vous écouter, travailler sur le bilan de compétences ou de la VAE également, mais surtout mieux définir quels sont vos projets. Tout à l'heure, Sophie a parlé de transmission du geste. En fait, c'est une particularité aussi que vous allez retrouver à l'AFPA et que vous ne retrouvez peut-être pas nécessairement partout. Alors, à la FORB, vous le retrouvez, au Greta, vous le retrouvez, mais voilà, aujourd'hui, dans
dans le monde de la formation professionnelle, je vais peut-être même dire jungle, il y a un peu de tout. Nous, on a des plateaux techniques. C'est-à-dire que vous allez avoir obligatoirement un face-à-face avec une formatrice ou un formateur. Vous allez avoir du contenu, bien évidemment, qui répond aux attentes et aux besoins du métier sur lequel vous allez positionner et sur lequel, derrière, les entreprises embauchent. Par exemple, là, on parlait d'électricien, mais il y a pléthore de métiers sur lesquels vous pouvez vous positionner, notamment sur la transition énergétique, on en parlait tout à l'heure. C'était quoi votre question déjà ? Je me suis perdu là. Où, quand, comment, pour qui ? Tout le monde. Pour l'AFPA, pour tout le monde en fait. Oui, la transmission du geste plateau technique, j'étais là-dessus parce que c'est un point important. En fait, vous touchez. Maintenant, il y a les nouvelles technologies, donc on peut aussi travailler sur du virtuel, bien évidemment. On travaille aussi à partir de lunettes virtuelles, mais vous touchez, vous avez dans la main, si vous êtes sur le métier d'électricien, vous avez un tournevis et puis un tableau électrique. Mais si vous voulez être, tout à l'heure on a parlé de coordinateur BIM, là vous êtes face à un écran et derrière vous travaillez avec des logiciels qui sont à la pointe de la technologie sur lesquels vous allez justement travailler sur des maquettes 3D. Et donc on est vraiment sur l'apprentissage pas à pas pour que cet apprentissage il soit le mieux acquis possible et qu'il soit aussi transférable assez rapidement au sein de votre futur employeur. Sophie, vous avez voulu partager des exemples inspirants, des exemples concrets qui pourront donner des idées à celles et ceux qui nous regardent. Oui, je vous propose 2 portraits, c'est ça que j'ai de personnes que j'ai suivies et que je suis toujours d'ailleurs, qui sont toujours dans mon entreprise. Ouais. Voilà, il y a le premier portrait de Claire que vous allez découvrir. Claire qui était infirmière avant, regardez. Et aujourd'hui, je suis en BTS assistance technique d'ingénieur. J'ai un parcours un petit peu atypique, parce que d'origine, je suis infirmière, et j'ai décidé de me réorienter pour devenir ingénieure. Pour ce faire, je suis rentrée dans le programme Ingénieuse qui est mis en place par la fondation FIPA, et j'ai eu la chance d'intégrer l'entreprise Satellec, qui est une filiale de Fayat Energy Service. Le monde de la santé m'a beaucoup plu, mais j'avais besoin de rentrer dans un métier qui me permettait d'innover, de créer et d'aller vers quelque chose qui était plus technique. L'émission aujourd'hui, c'est d'assister le chargé d'affaires dans le déploiement de ces différents chantiers. On va suivre ces chantiers du début jusqu'à la fin. Je vais aussi avoir des missions ponctuelles qui vont répondre aux besoins de l'entreprise. Ça va être plus sur une partie communication comme commerciale. Récemment, je me suis occupée de référencer les différents ouvrages d'un chantier dans un logiciel qui nous permettait d'avoir leurs photos et leurs différentes caractéristiques techniques. J'arrive à la fin de mon BTS ATI. La prochaine étape, c'est l'entrée en cycle ingénieur. Et de ce fait, mes missions vont évoluer au sein de Satellec. Pour mon projet de fin d'études, j'ai choisi un sujet qui me tient à cœur. C'est un projet écologique. Ce projet, il consiste à remplacer tout l'éclairage public d'une commune en Île-de-France par notamment le passage en LED des lanternes. Cela va permettre à la ville de réaliser des économies d'énergie et budgétaires. Si tu es étudiant, que tu cherches une alternance, je te conseille fortement Fayat Energy Service. C'est une entreprise dynamique, en pleine expansion, où tu verras énormément de choses et c'est très riche humainement et professionnellement parlant. Vous voyez que Sophie a le sens de la publicité par la même occasion. Oui, je suis désolée, c'est des choses que j'utilise. Oui. Vous vous souvenez, je suis dans le métier à tirer. Bien compris. Ça, c'était un premier portrait. Le deuxième... Je veux juste rajouter que Claire, aujourd'hui, elle est vraiment dans une école d'ingénieur, parce qu'on continue ensemble. Donc, ancienne infirmière dans une école d'ingénieur maintenant. Maintenant, elle est dans une école d'ingénieur avec nous. Et l'objectif, à la fin, c'est qu'elle soit chargée d'affaires et pas assistante chargée d'affaires. C'est ça, qu'elle remplace son boss. Sofiane, lui, est devenu monteur aéro souterrain. Découvrez son histoire, son profil. Je m'appelle Sofiane Joly, j'ai 28 ans et j'ai 2 enfants, 2 jumeaux. À 18 ans, je suis rentré à l'usine. Je suis resté 7 ans. J'étais portier, je conduisais des pots roulants. Je connaissais rien du tout en élec de base. Reconversion professionnelle, je voulais apprendre un vrai métier. Donc on fait des enfouissements de réseau, des petits chantiers à côté, poser des tarifs jaunes pour des entreprises, tirer du câble, du gros câble pour alimenter des entreprises. Et la première fois où on est monté
en formation à l'échelle. Quand tu te retrouves à 8 mètres de haut et que tu n'es jamais monté à l'échelle comme ça avec un harnais et que tu regardes en bas, tu te dis qu'est-ce que je fais là? C'est hyper intéressant comme métier, que ce soit sur un poteau ou en souterrain. Je pense pas refaire une reconversion professionnelle. Tu te dis, c'est un but ce que tu fais, donc ouais, franchement, quand je rentre chez moi, je suis content. Je vais avoir mon équipe de réseau dès que je suis bien formé avec mon collègue, tout ça, avoir mon équipe en moi, donc être le propre chef d'équipe. Monter par exemple en haut du poteau et voir si vraiment ça te plaît. Regarder, c'est une chose, et faire, c'est autre chose. Voilà, un autre parcours. Ah, ça, c'est un parcours typiquement avec l'AFPA. Dans les Hauts-de-France, vous avez entendu son petit accent. À peine. Et aujourd'hui, effectivement, il est chef d'équipe. Donc voilà, c'est quand même des beaux parcours, je trouve. Vous avez des exemples inspirants que vous avez rencontrés chez Sensei, par exemple, ou vous, Amélie? On commence par qui? Allez, Amélie. Allez, je vais commencer. Oui, nous, on a un exemple extrêmement inspirant, un chef pâtissier pour une très grande enseigne parisienne que je ne citerai pas. Ducasse Non, c'était Angelina. Angelina. Ah, pardon, oui, chocolat. Voilà, plus le chocolat. Le chocolat chaud chez donc, Angelina. Il souhaitait au départ, donc il a fondé sa famille et il souhaitait retrouver des horaires de travail un peu plus classiques, profiter de ses week-ends et de ses soirées. Et donc il a entamé un parcours de formation sur 5 ans pour devenir ingénieur en développement d'applications industrielles. Rien à voir. Rien à voir. Il est parti, il avait son CAP de pâtissier et finalement, en 5 ans d'études, il est devenu ingénieur. Est-ce qu'il fait ça toujours fonctionne. un aussi bon chocolat quand même? Ça, je ne sais pas. D'accord. Mais en tout cas, c'est un très bon ingénieur aujourd'hui. Ah, ça, c'est le plus important. Et il est épanoui, il est heureux. Il est extrêmement heureux, il est très épanoui, il adore son métier. Ouais. Et sa motivation première, c'était aussi de trouver, on en parle souvent, un équilibre entre vie pro et vie perso. C'était exactement ça. Son premier objectif, c'était vraiment cet équilibre, pouvoir profiter de sa famille et de temps. Ouais. Et parfois, peut-être même gagner moins d'argent d'ailleurs. Ça peut arriver. Ouais, alors là, c'est pas le cas, mais il a fait un sacrifice pendant 5 ans parce que reprendre ses études, se reconvertir, c'est aussi un sacrifice financier. Donc il faut avoir soit un conjoint, soit un cadre familial qui permette de faire ce sacrifice, mais finalement, ça vaut le coup. Parce que 5 ans, c'est long, mais à l'échelle d'une carrière professionnelle, c'est peut-être pas grand-chose. Il lui reste encore 20 ans à travailler. Donc, Davy, des exemples inspirants? Alors pour varier, effectivement, je peux utiliser l'exemple de Julien. Julien, ça va illustrer d'ailleurs ce que vous évoquiez. Julien qui avait une situation, il était directeur sportif d'un club de tennis, pas très loin de chez nous. Et finalement, ce qui lui manquait, c'était pas forcément l'argent, la situation financière, c'était plutôt la quête de sens. Et arriver à avoir un métier finalement qui le fasse vibrer. Et manque de motivation en fait dans son parcours, ce qui a été évoqué tout à l'heure, cette fameuse motivation. Et c'est là qu'il a souhaité effectivement se reconvertir. Il est passé par la case bilan de compétences. Ensuite, ce qui est ressorti, c'est ce côté, je l'évoquais tout à l'heure, de transmission. Et du coup, il a entamé un processus de formation pour devenir coach professionnel. À la suite de quoi, il s'est professionnalisé davantage. C'est l'histoire que j'évoquais tout à l'heure. Il a souhaité devenir consultant bilan de compétences à son tour, rajouter cette corde à son arc. Donc la boucle est bouclée, effectivement. Corde à sa raquette, en l'occurrence. À sa raquette, effectivement. Voilà. Et aujourd'hui, il prend plaisir à accompagner aussi des personnes dans ce chemin, finalement, vers le bien-être professionnel. Donc, exemple assez inspirant. Un autre exemple que je citais tout à l'heure, quand j'évoquais la reconversion, celui de Nadège, qui, elle, était professeure d'italien dans notre région, donc Savoie, Haute-Savoie. Et qui, elle, finalement, c'était le côté assez difficile de l'enseignement, comme on peut des fois l'entendre, qui faisait qu'elle est arrivée à un burn-out, en fait. Là, elle s'est posé beaucoup de questions sur sa carrière. Qu'est-ce qui, encore une fois, la motive? Qu'est-ce qui fait sens pour elle? Et c'est à ce moment-là que sont ressorties beaucoup de choses à travers tous les tests psychologiques, psychotechniques qu'elle a pu passer. Elle souhaitait vraiment travailler dans l'humanitaire, et c'est elle qui finalement a pris son envol, et c'est pas qu'une image, a pris son envol pour partir en Polynésie et travailler en tant que salarié dans une association qui fait du bien aux autres.
Donc voilà 2 exemples un peu inspirants, assez divers, mais que j'ai trouvé intéressant de raconter. Polynésie, c'est le même climat qu'en Savoie. Merci d'être venu de si loin pour nous. Alors, on va passer au temps de questions-réponses, si vous le voulez. Vous allez pouvoir poser des questions à Arnaud de l'AFPA, à Sophie, à Davy, à Amélie ou à Bruno du Greta des Yvelines sur ces questions de formation, sur les éventuels doutes, interrogations que vous pouvez avoir dans votre processus de reconversion. N'hésitez pas, on a tout le temps. Alors, le premier ou la première aura le droit à des applaudissements. Non, je déconne. Qui veut poser des questions? C'est pour vous encourager. Où ça? Madame. Allez. Il faut toujours un premier, une première qui se lance et qui donne le tempo. Vous vous présentez, vous nous dites qui vous êtes et vous posez votre question. Bonjour, moi je m'appelle Élodie Bastide et en fait j'aimerais savoir dans vos entreprises, quand vous dites que des gens ont en fait réussi une reconversion, sur quels critères vous vous basez et quel est selon vous le pourcentage de réussite au niveau des reconversions que vous pouvez rencontrer? Qui répond? Alors, à partir de quel moment on considère qu'une reconversion est réussie? Parce qu'il y a emploi, forcément? Ouais. Allez-y. Ouais, alors déjà, moi, pour apporter ma part de réponse, pour nous, qu'est-ce qu'une réussite? C'est quand on retourne vers la personne plusieurs mois après et qu'effectivement, le projet qui a été défini, il est toujours viable, que ce n'était pas juste sur un coup de tête, une idée qui a été donnée lors d'un entretien. Non, c'est vraiment un travail d'introspection profonde qui a été fait, un projet professionnel avec un métier, une voie d'accès pour l'atteindre, de la formation, par exemple. Et ce projet est toujours viable et toujours en cours d'être atteint. Donc ça veut dire que ça peut prendre son temps. Ça ne veut pas forcément dire que hop, on entame un processus de reconversion. En 3 semaines, c'est réglé. Non, ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années. 5 ans a été évoqué tout à l'heure pour une reconversion totale sur un métier d'ingénieur, par exemple. Mais en tout cas, pour notre part, on estime qu'il y a réussite quand le projet, vraiment, il est durable. Peut-être que des fois, il y a des ajustements à faire sur la feuille de route, mais quand le projet est durable, effectivement, là-dessus, on estime que c'est une réussite. Moi, je voudrais dire que en fait, la réussite, elle est surtout de votre côté, parce qu'à partir du moment où vous vous mettez dans un projet comme ça de reconversion, qui est quand même, je veux dire, ça demande énormément de travail sur soi. Enfin, vous allez suivre une formation, vous allez vous impliquer. Moi, l'entreprise, elle va vous recruter, mais finalement, moi, c'est anecdotique là-dedans, quoi. Si vous êtes recruté, c'est que déjà vous avez réussi. Mais c'est des parcours très longs parfois. Et donc, moi, je dis, il faut faire confiance. S'il y a des gens qui sont capables de se dire, moi, je vais y aller pendant 5 ans, je vais être en alternance et je vais me reconvertir. Enfin, moi, je serais la première à vous recruter. Je veux dire, c'est déjà énorme de faire ce pas-là, quoi. C'est fou parce que ça rejoint ce que disait tout à l'heure Trésor et Laura Flessel, juste avant vous. Hein. La confiance en soi, c'est revenu très régulièrement dans son projet de vie professionnelle comme un leitmotiv capital, le point de départ de toute réussite. Arnaud? Moi, ce que je voulais dire déjà, c'est que c'est souvent dans les discussions que j'ai pu avoir, il y a la notion d'âge. On me dit souvent, oui, mais je suis un peu trop âgé pour changer de métier. Alors très honnêtement, il n'y a pas d'âge. On peut tout à fait changer de métier à 60, 62 ans si on le souhaite. Ça, c'est la première chose. Après, je rejoins ce qui est dit sur la notion de confiance. Alors moi, je vais faire une petite aparté. Je vais me parler de moi, parce que ce n'était pas prévu. Allez-y. Moi, j'ai changé à peu près 13 fois de métier. Donc, en fait, c'est une question de choix. Et à un moment, alors, bien évidemment, il faut... 13 fois? Ouais. Est-ce que tu as suivi des formations à l'AFPA? Alors, non. En fait, dites-nous, alors qu'est-ce que vous avez fait comme métier? Moi, à la base, je suis chimiste. D'accord. Et aujourd'hui, je suis chimiste, je suis devenu prof de sport. Ensuite, je suis devenu consultant en stratégie des organisations. J'ai travaillé dans le secteur RH. Ensuite, j'ai été entrepreneur, intrapreneur. Vous voyez, donc j'ai un peu roulé ma bosse. Ce que je veux dire par là, c'est que ça prend du temps. Enfin, il faut mûrir le projet. Ça, c'est la première chose. Il ne faut pas hésiter à discuter avec des pairs, pas discuter à aller se renseigner auprès d'organismes de formation ou carrément des entreprises. Enfin, il faut des fois... Moi, je me souviens avoir vu des jeunes qui venaient me voir en me disant « mais j'ai envie, je ne sais pas quel métier il faut faire, j'aimerais bien travailler dans les métiers de travaux publics ». Je dis « mais en bas de chez toi, tu as certainement une entreprise qui est en train de faire justement creuser des trous pour faire passer la fibre. Va discuter avec eux ». La première étape, c'est celle-ci. Et puis après, c'est un projet aussi, des fois, qui va avoir un impact au niveau de la famille. Ça a été dit, 5 ans. Donc, il faut mûrir le projet. C'est aussi trouver des financements, ce qui n'est pas toujours très simple. Donc, en fonction de sa situation, c'est aussi pas très, très facile. Donc, c'est un chemin
Oui, moi je ne vais pas parler d'embûches sur lesquelles il faut passer des étapes, mais une fois qu'on passe ces étapes et on sait ce que l'on veut, et ensuite c'est formidable parce qu'on fait le travail qu'on a envie de faire. Et je le redis, on peut tout à fait changer de métier. Et souvent, moi, quand on me pose la question, quand on me recrute, en disant mais vous avez changé beaucoup de métier, je dis oui, mais en fait j'apporte avec moi un bagage, des capacités, des compétences qui aujourd'hui me servent et qui vous servent aujourd'hui à vous. Et donc, en fait, plus on avance dans l'âge, plus on a un capital richesse et compétences qui nous permet d'aller encore plus vite dans les choix et les changements qu'on souhaite faire. Mais il faut avoir de la confiance. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Bruno ? Si je peux compléter un tout petit peu, toutes les reconversions ne prennent pas autant de temps. Rassurant. Il y avait des beaux exemples qui étaient donnés. Moi, je vais vous en donner un. Sarah, 34 ans, 35 ans, quand elle pousse la porte du Greta, elle arrive d'Angola. C'est une ancienne militaire. Elle est lusophone. Elle ne parle pas très très bien français. Elle veut faire de l'assurance. Voilà. Elle est incroyablement motivée. Les tests qu'on lui fait passer, elle les passe haut la main. Et elle, ainsi qu'une autre personne, plus âgée, 55 ans, Fatou, qui arrive du Bénin, qui elle a un petit peu d'expérience en assurance, mais qui débarque en France. On va les intégrer à une classe de 2e année de BTS. Ce n'est pas une modalité très courante. La plupart du temps, on a des groupes qui ne sont que des adultes en formation continue, mais on leur a fait un parcours sur mesure. Pendant 9 mois, elles vont travailler elles commencent le 4 septembre, elles terminent le 20 juin, elles n'ont aucune vacances parce que pendant qu'elles sont en cours, elles suivent le BTS 2 et sur leurs heures perdues, on leur donne les cours de rattrapage du BTS 1. Durant toutes les vacances, elles font un stage. Je ne sais pas combien d'heures elles ont bossé cette année-là, mais c'est vraiment considérable. Elles sont devenues les coqueluches de la classe, parce qu'on avait des adultes au milieu des élèves. Sarah a eu son BTS et elle a décidé de continuer en licence professionnelle. Et Fatou, 55 ans, c'est pas le meilleur âge a priori pour c'est bien, trouver un boulot. Ans, ça va. Mais c'est très bien, hein, c'est mon âge, donc c'est parfait. Ah, moi aussi. C'est génial. Elle avait un boulot avant même d'avoir terminé son BTS. Et ça leur a pris 1 an pour faire un BTS. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'elles ont réussi ? Une volonté de faire, la possibilité d'aménager la vie personnelle, parce qu'effectivement, c'est très contraignant. Mieux vaut avoir quelqu'un pour garder les enfants, parce qu'en plus, les deux avaient des enfants, une famille qui était à leur côté, et un organisme de formation qui les a portés autant que possible, les a accompagnés autant que possible. Mais on n'est pas obligé de prendre autant de temps que 5 ans pour faire une reconversion, sauf évidemment, on va être ingénieur. Bon. Donc des belles histoires comme ça. Nous, on a la chance de travailler dans des organismes de formation, on forme des adultes en permanence. Il y en a plein, à dire vrai, il y en a plein. Oui, c'est vrai que j'ai pris cet exemple du développeur qui n'était peut-être pas le meilleur, mais on a aussi énormément d'exemples de reconversion en quelques mois, en 6 mois. Là, on a des formations pour devenir usineur. Typiquement, c'est 5 mois de formation pour avoir un métier et on prend des personnes sans aucun prérequis. Donc, il y a vraiment la possibilité de se reconvertir en fonction du métier souhaité sur des durées très courtes. C'est bien parce qu'on a eu une question pour l'instant. Une deuxième question, on peut en profiter. Oui, allez-y, on a le temps encore. Hein. Il nous reste une dizaine de minutes. Donc, profitez-en. Bonjour. Je rebondis peut-être un peu sur la question de la... J'ai pas l'habitude des micros. Sur la question de la dame et de vos réponses surtout. Comment on peut être sûr qu'on fait le bon choix ou être sûr de son choix là, en reconversion, ayant plusieurs pistes, comment être sûr de pas se tromper, en fait? Vous êtes dans une phase où vous essayez plusieurs choses, c'est ça ? Non, là, c'est après un licenciement économique et je suis un peu sur plusieurs pistes pour faire une reconversion, avec plusieurs types de métiers en tête. Moi, je trouve que ce que tu disais tout à l'heure, d'aller voir, d'aller poser des questions aux gens qui le font, c'est quand même, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je moi, je dis, valide à 100%. allez voir des gens, quoi. Allez-y, prenez. En plus, les gens adorent parler de leur métier. Exactement. Ils adorent parler d'eux. Voyez. L'immersion professionnelle, oui, est très recommandée aussi. L'immersion professionnelle, si vous pouvez, mais effectivement, déjà aller échanger, interviewer plusieurs personnes dans plusieurs types d'entreprises sur les différents métiers choisis. Et ça vous donnera déjà un bel éclairage. Alors, on propose, nous, des programmes ou des parcours de découverte de métiers.
dans une vingtaine de secteurs d'activité. Et effectivement, ça permet de voir et d'échanger avec des professionnels. Donc, ça peut être une manière de faire les choses. Et si je peux compléter, vous avez la chance ici d'avoir trois représentants de ce dispositif aussi, qui est le bilan de compétences. Faut pas faire l'impasse dessus. Déjà Pourquoi ? fait. Ah bah déjà fait. Bah, franchement, c'est très intéressant de vous centrer sur les pistes qui vous ont été données. Et cette partie enquête métier, et là je rejoins les collègues, c'est vraiment ce qui vous permettra de vraiment vous faire un avis concret, un avis terrain. Et puis, n'oubliez pas aussi de vous recentrer sur ce qu'évoquait Sophie tout à l'heure, la motivation. De plus en plus d'employeurs recrutent sur la motivation. Ça fait partie des savoir-être qu'on attend de plus en plus quand on recrute un collaborateur. Donc vous, quel est le métier qui vous motive le plus ? Ça, vous devez l'avoir normalement. Alors, c'est quoi ? Je sais pas trop. Vous hésitez entre quoi et quoi ? Le numérique, je sais que ça a été beaucoup évoqué. Mais quel métier dans le numérique ? UX, UI designer. Comment ? UX, UI designer. Bah si, c'est connu. Des métiers porteurs. Je connais pas. Et quoi d'autre ? Voilà, c'est ça. Ah, donc c'est pour gérer des interfaces utilisateurs. Je m'y connais vachement bien en fait. Et sinon, un peu rien à voir, mais justement dans le BTP, j'avais entendu dessinateur de bâtiments et maintenant BIM. Voilà, maintenant ça s'appelle BIM. Je connaissais pas le terme, mais voilà. Donc du coup, rien à voir. Et comment C'est au fond de vous, non ? Alors, dans le BTP, on cherche beaucoup à féminiser les métiers. Là, vous allez vous faire recruter direct. Non, mais c'est vous savez. Mais comme on cherche beaucoup à féminiser les métiers, il y a beaucoup d'opportunités qui sont actuellement pour les femmes. Voilà. Avant même de se diriger vers l'un ou l'autre, faut, je pense, j'ai pas. Faut questionner, aller voir les gens. Savoir ce qui peut vous aider et peut-être avec les interlocuteurs, vous aurez les réponses qui vont vous guider. Et c'est une question d'environnement aussi. C'est-à-dire que les deux métiers dont vous parlez, alors ils sont quand même face à un poste informatique avec un environnement digital. Mais la relation et les interactions vont être, je pense, un peu différentes. Je ne connais pas le premier métier, enfin ça me parle bien évidemment. Je connais plus le deuxième, puisque là, vous êtes intégré dans une équipe projet. Vous allez suivre l'avancement du projet sur lequel vous allez travailler. Il faut savoir que le BIM, c'est pas nécessairement, c'est majoritairement dans le BTP, mais pas que. On peut faire du BIM aussi autour de la transition énergétique. Moi, j'ai vu du BIM sur les sols et. Ça veut dire quoi, BIM ? Alors, c'est en anglais, c'est Building. Imagine, Fly, c'est Beatles. Non, alors, très honnêtement, c'est un terme, je ne connais pas le. Attendez, on a un spécialiste. On a un anglophone et spécialiste. BIM, c'est l'acronyme de quoi ? C'est Building Information Management. Voilà. Thanks a lot. Voilà. Mais ce qui est surtout important, il y a le métier, bien évidemment, la technique, les compétences que vous allez développer. Mais tout à l'heure, on a parlé de bien-être au travail. Je trouve que c'est aussi un élément important sur l'environnement dans lequel vous allez travailler. Je pense qu'il y a certains métiers où il y a des préférences. Moi, je suis un jeune homme, là, en ce moment, il ne sait pas trop. Je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que tu ne veux pas faire ? Et à partir de là, on peut commencer à définir ce sur quoi il aimerait travailler. Eh ben, posez-vous la question, est-ce que vous voulez être en interaction avec d'autres ? Les questions d'horaire de travail, j'en connais qui veulent travailler la nuit, le week-end et pas là en semaine, parce que pour plein de raisons. Donc c'est aussi des questions qu'il faut se poser, indépendamment du métier sur lequel vous allez faire votre choix. Si on peut même compléter, BIM versus UX, sans doute que si vous vous orientez vers le BIM, vos futurs employeurs seront des entreprises de plus grande taille que si vous faites de l'interface web. Donc ça veut dire des entreprises plus grandes qui donnent peut-être plus de possibilités d'évolution aussi. Complètement d'accord avec vous sur le métier. Le manager BIM, c'est un coordonnateur de corps de métier. Le designer UX, il est un petit peu plus solitaire, même si évidemment autour de lui, il a des clients dont il doit comprendre le besoin. Donc pas la même typologie d'entreprise et effectivement moins d'interaction. Vous êtes une solitaire ou pas ? Non, pas vraiment. J'ai fait 8 ans dans le commerce, donc l'interaction client me plaît, mais plus les horaires. Alors peut-être que... On va trouver. L'UX en agence. L'UX et l'UI aussi s'ouvrent. On a beaucoup de freelance dans ce domaine-là. Si vous aimez le commerce, si vous aimez, ça peut aussi être un sujet. Mais si vous n'aimez pas trop être solitaire, voilà, à vous de voir. On est en train d'affiner, vous avez vu, hein, on travaille, hein, on bosse bien. Vous, monsieur l'anglophone, vous vouliez dire ?
alors enfin, moi j'ai travaillé pendant 26 ans dans la chasse de tête et j'ai été confronté au problème de la reconversion, la transition. Dans le métier de la transition, il y a le grand T là, qui est au milieu, qui définit 2 étapes. Et le premier, le petit chapeau qui est au-dessus, c'est le tremplin. Qu'est-ce que je vais choisir comme métier? Quels sont les prérequis dont j'ai besoin, les compétences clés, la valeur de mes compétences, de mes talents propres? Est-ce que je peux m'adapter? Est-ce que je peux compléter ma formation juste sur les compétences manquantes? C'est comme ça qu'il faut raisonner dans le métier de la reconversion. C'est-à-dire, moi j'ai fait 4 reconversions. J'ai été banquier d'abord. Ensuite, j'ai été ingénieur informatique. Après, j'ai été conseiller en stratégie internationale sur la chasse de tête pure. Vous comprenez que les compétences dans ces métiers-là, les corpus de référentiels métiers sont complètement différents. On part sur des référentiels qui sont en plus complétés par du soft skills, par des savoir-faire, des savoir-être, des savoir-agir, selon la culture du pays. Vous imaginez un peu ce que vous disiez tout à l'heure, le fait, je ne sais pas trop, déjà travailler sur cette première approche, c'est comment je peux m'adapter à ce nouveau métier, quelles sont les compétences clés que je peux mettre en avant. Je complète après. Vous allez dans une piscine, vous n'allez pas plonger du premier tremplin, hein, du 3e tremplin, vous allez commencer par le premier, vous allez faire la main là, dans le 2e et la 3e. Vous travaillez, vous, en ce moment ou pas? Parce que chez Transition Pro Île-de-France, hein, et pas mal, hein? Ouais, je travaille pas mal, oui. Vous êtes en quoi? En reconversion, vous aussi, encore? Parce que vous avez déjà 4... Je suis dirigeant d'entreprise et je travaille sur la tech en Inde et entre la France et l'Inde. C'est un bon business, ça, non? Non, je ramène en fait des compétences clés, je dirais, pour essayer d'apprendre les expériences vécues de la France sur l'écologie, sur l'électrification des villes, sur les smart cities, sur le data, le big data, des choses comme ça. Mais j'ai travaillé pendant 25 ans dans ce métier. Donc, je fais profiter aux gens, je dirais de manière bénévole, hein, je précise, hein, en plus, je précise. Un plaisir de vous avoir avec nous, en tout cas, vraiment. D'autres questions? Bonjour à tous. Je voulais savoir, dans les métiers du care, où vous disiez que c'était des métiers porteurs dans 5 ans, donc on parle de soins, de santé, mais est-ce qu'on prend en compte en fait les métiers de thérapie comme sophrologie, hypnothérapeute et métiers de massage aussi, alors il y a massage californien, massage de bien-être, etc., qui sont aussi très bénéfiques. Et j'ai cru comprendre qu'en fait, en termes de formation, on considérait que ce n'était pas un métier et que si notamment on parlait de massage, c'était plutôt s'orienter vers les spas, enfin être masseur, mais dans un des centres de spa, mais que tout ce qui était annexe, alors qu'ils sont quand même, il y a beaucoup de bénéfices, ils ne sont pas forcément pris en compte. Donc je voulais avoir votre avis sur ça. Alors c'est vrai que les métiers de la santé sont des métiers assez réglementés. Donc il y a un certain nombre de formations qui aboutissent à un certain nombre de certifications et il faut passer par ces certifications pour exercer les métiers. Dans les analyses que j'évoquais tout à l'heure, là, autour de France 2030, c'est vrai que masseur, sophrologue, ça fait pas partie des métiers qui sont identifiés. Pas nécessairement parce qu'ils ne sont pas porteurs, mais peut-être parce que quantitativement, ils ne sont pas suffisamment importants pour que France Stratégie les ait identifiés comme porteurs à 5 ans. Voilà. Alors après se pose la question de la certification. Alors moi je serais assez mal placé pour vous parler de ces métiers-là parce qu'on ne forme pas aux compétences dont vous parlez. Je ne sais pas si mes collègues le font, mais je ne crois pas non plus. C'était des métiers de niche, mais qui effectivement ils sont de plus en plus. Hein, des soins à la personne. Mais par contre, le secteur dans son ensemble, le besoin de santé, le besoin de soins, lui, par contre, il est évident. Donc, je dirais que d'une certaine manière, quand les principaux métiers progressent, c'est les métiers périphériques. Désolé pour la périphérie, mais en tout cas, les métiers liés aux soins qui progressent également. Mais par contre, en termes de formation et de certification, je ne saurais pas vous répondre. Peut-être juste pour compléter, alors ça avancera peut-être pas énormément en termes d'information, mais effectivement, au niveau de France Compétences sur les certifications
Et sur les diplômes, il y en a plusieurs, notamment au niveau des certifications, qui n'ont pas été renouvelées ces dernières années, qui étaient sur des médecines qui approchaient donc de la sophrologie, etc., qui n'ont pas été renouvelées. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous faire reconnaître officiellement sur ce type de métier pour beaucoup. Par contre, il y a quand même tout un socle des métiers donc liés donc au CARE qui sont quand même mis en avant, et notamment avec le nouveau dispositif qui est toujours en version un petit peu bêta-test de France VAE, qui permet aussi de se faire financer de la mise à jour ou en tout cas de la validation d'acquis d'expérience avec des certifications qui, elles, sont bien souvent obligatoires et transverses. Je pense par exemple à l'AFJSU ou SST, etc. Ça va être des petites certifications qui vont être obligatoires pour exercer ce type de métier, quel que soit finalement le corps ou la branche médicale dans laquelle on souhaite s'insérer. Donc ça peut être quand même des voies qui peuvent vous permettre de vous lancer sur cette activité. Une dernière question. C'est pas vraiment une question, ça s'adresse à monsieur, ça s'adresse à vous, et vous m'aviez en fait réconcilié avec le bilan de compétences. Vous en avez parlé tout à l'heure, parce qu'on avait quand même des a priori, même au niveau des entreprises. Est-ce que tu veux peut-être faire un bilan de compétences? Oui, mais tu sais, c'est beaucoup de travail, c'est de l'investissement. Enfin, il vous dégoûte un peu du bilan de compétences en vous disant oui, enfin, tu es sûr de toi? Parce que, oui, parce que là, je connais mes appétences, je sais ce que je veux faire. Donc, je travaille dans une grosse entreprise, donc je suis en poste. Mais là, j'ai dit stop, je veux faire autre chose. Je suis allée en RH. En RH, écoute, on va pas te faire un poste spécialement pour toi. Enfin, voilà, moi j'ai des envies. Et en fait, et ce que vous avez dit là sur la transition, etc., ça m'intéresse vraiment. Et j'aimerais bien qu'on se voit après. Vous prenez rendez-vous? Vous allez pouvoir vous voir maintenant, parce que là, on est obligé de conclure, car on a une autre conférence qui suit. On va remercier Arnaud, Sophie, Davy, Amélie et Bruno, s'il vous plaît. Merci à vous. Merci à vous d'avoir...